Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième webinaire de l'ARACT dans le cadre de la 17e semaine pour la qualité de vie au travail. Alors, la SQVT, c'est chaque année le réseau ANACT organise une semaine, le réseau ANACT ARACT organise une semaine pour promouvoir des sujets, des initiatives, des expériences d'entreprise qui contribuent à la qualité de vie au travail. Et vous imaginez bien, cette année, chaque fois, on a un thème. Et le thème de cette année, c'est les premières leçons d'une crise. C'est finalement qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce que ça change dans notre travail que cette crise sanitaire. Et pour nous, le premier changement, c'est de faire cette semaine pour la qualité de vie au travail en mode webinaire. Donc, nous expérimentons, c'est notre deuxième, donc on va vous demander beaucoup de bienveillance. Et on va dire un grand merci aux personnes avec qui on organise ça, c'est-à-dire la CRES et DUDES, Pascal et Sandrine Carême qui se présenteront. Alors peut-être juste se donner deux, trois règles sur le fonctionnement de ce webinaire. Alors, vous avez un chat où on voit les gens arriver, dire bonjour, etc. Donc, c'est pour du fil de discussion. Si vous avez, au cours de la présentation, des questions, on vous invite à utiliser l'onglet questions. C'est-à-dire que nous serons attentifs dans le déroulé de la présentation à cet onglet questions pour tenter d'y répondre. Nous vous informerons également lorsque nous réaliserons quelques sondages pour voir un peu votre point de vue à la fois sur le projet qu'on souhaite vous présenter et sur les sujets qui vont animer ce webinaire autour de la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle dans le secteur de l'ESS. Dire que globalement, on va avoir deux temps, un temps un peu de discussion sur les enjeux de l'égalité spécifiquement dans l'économie sociale et solidaire. Et on vous parlera ensuite d'un projet qu'on avait construit au départ et organisé avec des réunions physiques qui étaient programmées avant la période de confinement. Et notre objet, c'est de vous dire que ces sujets nous paraissent encore plus d'actualité du fait de la crise sanitaire et on aura un petit travail pour sonder, pour voir un peu vos réactions par rapport au projet qui vous est proposé. Voilà, et puis pour commencer, tout simplement, alors moi je ne me suis pas présenté, je ne sais pas si j'ai dit mon nom, je m'appelle Philippe Contasso, je travaille à l'ARACT Occitanie et je vais participer avec les autres personnes que je vais laisser se présenter à ce webinaire. Alors Sandrine peut-être ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sandrine Carême, donc je suis directrice de la CRES Occitanie. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous faites partie normalement du paysage de l'économie sociale et solidaire, mais je vais quand même en dire quelques mots. Voilà, vous présenter très vite nos missions avant d'arriver au sujet principal du webinaire. Donc, l'économie sociale et solidaire, ce sont des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations notamment. On va dire que ça représente à peu près 12% de l'emploi en Occitanie, 23 000 établissements et 215 000 salariés dont vous faites partie. Mais je crois qu'il y a aussi des personnes qui nous rejoignent et qui ne sont pas de la région. Donc, ravi également de vous voir participer à ce webinaire qui dépasse les frontières occitanes grâce à l'outil de visio. Quelques mots également sur la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, dont je suis la directrice. On est une équipe de 8 salariés et puis des administratrices et administrateurs comme une association. On a plusieurs missions, donc vous aurez après le document, donc je vais faire rapidement. Bien sûr, notre première mission, c'est de représenter les intérêts des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc les vôtres. Un appui à la création, au développement des entreprises de l'ESS, également une forte mission d'observatoire. Donc, on a comme mission de collecter des données sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et puis de les mettre à disposition du public, mais également des collectivités territoriales, des pouvoirs publics et
toutes les entreprises de l'économie. Également une mission donc de formation des dirigeants, des bénévoles, des salariés des entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec aussi une mission de sensibilisation des élus, des jeunes également. Voilà. Et pourquoi en fait cette thématique? Donc on intervient aussi sur l'égalité femmes-hommes en matière à la fois de plaidoyer. Je pense qu'on a des messages forts à porter, donc on en parlera tout à l'heure avec l'UDES et l'ARACT et avec vous bien sûr. Voilà. Et une mission d'observatoire, dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans le cadre de cette mission d'observatoire, on a publié l'année dernière un guide, dont je vous parlerai un peu plus tard, pour justement évaluer, on va dire, dresser une photographie des pratiques sur l'égalité femmes-hommes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, de manière à dresser une comparaison avec les entreprises classiques, entre guillemets. Voilà. Et les entreprises adaptées, je vois en effet, je ne les oublie pas, je vois un petit message sur le chat. Alors, je suis désolé, j'ai un problème de... Alors, mon collègue qui m'a aidé m'a dit que c'était un problème de compétence sur le défilement de l'écran. Pascal, j'essaie de résoudre, mais je suis sûr que vous n'avez pas besoin du support pour présenter l'UDES. Alors, l'UDES, donc Pascal Veil, je suis déléguée régionale du syndicat de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'UDES qui fédère 23 groupements et syndicats d'employeurs, qui regroupe 16 branches du secteur, qui va de l'aide de soins à domicile, en passant par les grosses associations, les mutuelles, mais aussi les petites radios locales et le sport. Donc, c'est plus de 30 000 entreprises et environ 1 million de salariés. L'UDES représente à peu près 80% de l'économie, des employeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est à ce titre aussi qu'on est là aujourd'hui. On est aussi, il y a 675 mandataires prud'hommes qui vous représentent sur toute la France. Quoi vous dire? Que ce qui est important pour nous, c'est de négocier et de signer des accords collectifs de travail multiprofessionnel. Donc, il y a des accords qui ont été signés avec les organisations syndicales. Hein. On peut avoir, voilà, celle-là est intéressante. Ouais, donc, je m'excuse, je n'ai pas réglé le problème de compétence voilà. encore. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UDES, il faut savoir que la loi de 2014 avec El Khomri a créé les organisations multiprofessionnelles et a donné une place à l'UDES qui n'existait pas jusque-là dans le champ de la représentation professionnelle, puisqu'il faut savoir que jusqu'à présent, il y avait les organisations interprofessionnelles qui négociaient avec les ministères, donc le MEDEF, je pense que tout le monde en a entendu parler, la CPME, l'UDP. Aujourd'hui, même si nous n'avons pas de voix, nous pouvons être consultés, nous sommes consultés dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels. On participe aussi à la mise en œuvre de l'agenda social et on est invité au ministère du Travail pour justement négocier, enfin, être consulté, puisqu'aujourd'hui l'ESS pèse un poids quand même assez important dans le champ de l'emploi et on espère que ça va se développer. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'UDES. C'est ça, je n'ai pas dépassé le temps. C'était bon. Rita. Non, ça va. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Rita Di Giovanni. Je suis chargée de mission aussi à l'ARACT Occitanie sur la partie Toulouse et Philippe est sur la partie Montpellier, sur le site de Montpellier. Donc, l'ARACT Occitanie, ARACT, ça signifie Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et c'est une des 16 associations du réseau ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. L'agence est un établissement public sous tutelle du ministère du Travail. Et les missions prioritaires, les missions principales de ce réseau, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'agir sur l'organisation du travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles,
Et l'objectif, la finalité est de mettre à disposition de tous les acteurs internes des entreprises et acteurs périphériques autour des repères méthodologiques, des connaissances, des outils pour les aider à faire progresser durablement la qualité de vie au travail. Merci. Alors, je vous propose de… Oui, il y avait une réaction. Non, vas-y, Philippe. Oui, c'était juste vous… proposer à Sandrine peut-être de présenter les questions les problématiques d'ESS dans les problématiques d'égalité professionnelle dans l'ESS. J'y arrive. Oui, je vais reprendre la parole. Donc, pourquoi on a eu l'idée de ce webinaire? C'est que l'année dernière, en fait, on a mené une étude donc, dans le cadre de notre fonction d'observatoire que je vous présentais tout à l'heure. Et cette étude a porté donc sur l'égalité femmes-hommes. Peut-être l'avez-vous eu à disposition, mais si ce n'est pas le cas, on pourra bien sûr vous la faire parvenir. Donc, quelques chiffres importants. Donc, vous le savez certainement, puisque vous faites partie des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais l'économie sociale et solidaire est une économie très féminisée. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est quasi à 70% de femmes en fait dans l'ESS en Occitanie, majoritairement dans les secteurs, ce que j'appelle du care, donc le soin, le médico-social et le social, donc la santé au sens très large du terme. Voilà, elles sont quand même 40% dans l'économie privée hors ESS. Voilà, et donc, je vous disais, donc une grande majorité concentrée dans les métiers du care. Philippe, je vous laisse passer le deuxième slide. Le deuxième aspect en fait qu'on a retenu de notre étude, c'est une précarisation marquée en fait dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, enfin dans le monde de l'économie sociale et solidaire. 47% des femmes, donc quasi la moitié, qui travaillent à temps partiel, et des écarts salariaux assez probants, donc on est quasi à 25% d'écart salarial, et des disparités salariales qui s'accroissent avec l'âge, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Voilà, même si on ne voit peut-être pas totalement tous les chiffres, mais vous voyez les deux courbes en fait qui se séparent progressivement au fur et à mesure de la montée en âge. Donc ça, c'est un fait aussi important qu'on en a relevé dans cette étude. Et également, un aspect important que je voulais souligner, c'est ce plafond de verre, donc une ségrégation verticale, à la fois dans les postes de salariés, mais également dans la gouvernance, puisque notamment dans les structures de l'ESS, on a des postes des conseils d'administration, où si on regarde, d'ailleurs c'est l'objet aussi du graphique, dans un bureau par exemple, il y a moins de femmes au poste de présidence, de vice-présidence qu'au poste de secrétaire. Et également au niveau des représentations dans les cadres d'encadrement, 10%, à peu près 11% des femmes sont des cadres. Alors certes, il y a eu une augmentation dans les dernières années, mais on reste quand même avec des disparités fortes et un plafond de verre très prononcé. Donc, pour vous donner voilà, cette étude, en fait, donc là, je vous ai donné vraiment les quelques chiffres, mais il y a quand même une cinquantaine de pages qui vous donneront davantage d'éléments. Pour aller un petit peu plus loin que cette étude, on s'est dit, bon, il ne faut pas se contenter de faire une observation et puis de raconter l'état des lieux, il faut aussi agir. Donc, c'est des actions, en tout cas, que l'on a envie de mener. Comment est-ce qu'on agit, nous, en tant que CRES? Un fort message aussi de plaidoyer. Donc, on a envie de montrer que dans l'économie sociale et solidaire, il y a aussi des actions à faire et de mettre, on va dire, ce sujet en avant. Pourquoi est-ce qu'il faut le mettre en avant? Parce que, je vais le dire, j'ose le dire, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, on a peut-être tendance, en tout cas pour certaines structures, à se dire, bah, écoutez, on est déjà vertueux parce qu'on est déjà dans un champ d'action qui l'est. Donc, finalement, c'est pas forcément… l'égalité femmes-hommes n'est pas forcément la problématique ni la priorité la plus importante. Ce qui fait ce qu'on réalise, en fait, c'est qu'il y a des décalages et que finalement, il y a des entreprises, j'allais dire, de l'économie marchande qui vont beaucoup plus loin dans des accords, qui sont allés plus loin dans l'égalité femmes-hommes. Donc, c'est quand même dommage que l'ESS n'aille pas plus loin et ne se montre pas plus vertueuse. Donc, nous, on s'est dit, il y a quelques actions, en tout cas, à mener. Et il y en a une à laquelle vous participez aujourd'hui, puisqu'on lance en fait ces travaux, cette formation-action qu'on vous présentera prochainement,
en tout cas dans le cours de la présentation, sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc, on a souhaité s'associer à l'ARACT pour traiter ce sujet qui nous a suivis. Et je les en remercie. Et puis à l'UDES également, que je remercie aussi, puisqu'ils ont aussi mené des travaux sur l'égalité professionnelle. Donc, voilà, je vais dire, plus on est sur ce sujet, plus on est fort et plus on a de pouvoir d'action. Donc voilà le propos. Donc, cette action, en fait, on devait la lancer au mois de mars. Et puis, malheureusement, nous avons été pris, comme tout le monde, dans cette crise sanitaire. Donc, mais on n'a pas voulu laisser tomber ce sujet, hein, qui, je pense, et on le verra avec quelques illustrations de l'ARACT tout à l'heure, a repris aussi une certaine envergure, on va dire, dans ce contexte de crise sanitaire et puis crise économique et sociale également. Donc, on s'est dit, faisons-en un webinaire, vu qu'on ne peut pas encore se voir aujourd'hui. Et puis, ça tombait bien, il y avait la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux pour y participer. On a plus de participants que ceux qui étaient inscrits sur les actions présentielles au mois de mars. Donc, finalement, c'est que le format aussi vidéo vous convient également. Donc, je vous en remercie. Voilà, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette présentation à la fois de l'ESS, de l'égalité professionnelle dans l'ESS et de votre engagement sur cette thématique. Avant de passer la parole à mon collègue Philippe, qui va rentrer un petit peu dans le détail, je vous redonne la parole parce qu'on a une question sur qu'est-ce qu'un plafond de verre, hein, un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est une expression qui n'est pas issue de la Crèce, hein, c'est une expression en fait qui est issue justement des inégalités en fait entre les femmes et les hommes. Et si vous voulez, ce fameux plafond de verre où les femmes vont commencer à progresser en fait en matière de salaire et puis de postes obtenus, et puis tout d'un coup ça s'arrête en fait, on va dire. Et c'est ça qui creuse aussi les disparités, c'est que des hommes vont continuer à progresser. Et puis les femmes, ça va s'arrêter. Alors, soit ce plafond de verre, il est en fait provoqué par l'extérieur, donc c'est en matière de recrutement, de progression, soit ce qu'on dit aussi, et ce qu'il faut travailler aussi sur ça, c'est que les femmes, parfois, elles-mêmes, se mettent des plafonds, on connaît les raisons. Pardon ? En fait, il faut la notion de frein invisible qu'on se mettrait en tant que femme en se disant… on ne peut pas y arriver, on n'est pas légitime, on ne peut pas avoir une carrière et avoir des enfants. Voilà. Donc, c'est la notion de frein invisible. Merci pour ces premières réponses qui nous permettent de rentrer vraiment dans le contenu, cette approche sur l'égalité professionnelle. Donc, je passe la parole à mon collègue Philippe, qui va nous faire part qui va nous expliquer, qui va nous parler de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle et permettre de voir un peu quels sont les contours de ces deux thématiques et surtout pourquoi on les articule ensemble et pourquoi ce sont, de notre point de vue à tous, des leviers indispensables pour l'installation durable de la qualité de vie au travail. Merci Rita. Et l'installation, je vais dire, durable, renforcée par la période. C'est un peu le propos qu'on va essayer de tenir. On avait à un moment donné, on avait mis un point d'interrogation à ce titre. On s'était dit, voilà. Et puis, en discutant tous ensemble, on a dit non, c'est une affirmation. Pour nous, les leviers qualité de vie au travail et égalité professionnelle, c'est des leviers alors on parle du monde d'après, mais pour construire les organisations dans le monde incertain dans lequel on est pour encore un petit moment. Peut-être pour commencer, dire aussi que quand on parle de qualité de vie au travail, alors je glisserai peut-être un peu plus loin sur des éléments de définition, mais il y a plusieurs conceptions sur la qualité de vie au travail. Ce que je vous propose à ce stade, c'est de garder l'idée que pour nous, la qualité de vie au travail, c'est la possibilité de faire du bon travail dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, on s'intéresse avant tout au travail. Hein. Il y a tout un ensemble de conceptions qui tournent autour de ce qu'on va appeler le bien-être, des aspects périphériques au travail, des aspects un peu de services qui peuvent être offerts aux salariés, que peuvent se permettre les grandes entreprises. Nous, quand on parle de qualité de vie au travail, on est bien sur le travail, son organisation, son contenu et la qualité des conditions de travail qui vont avec. Alors,
Je vais essayer de reprendre et je croise les doigts que mes compétences techniques se soient améliorées. Je suis désolé, j'ai encore un petit frein de compétences. Voilà, il y a une sensibilité. Je croise les doigts. Donc, je vais articuler mon propos globalement pour nous dire, Sandrine Carême disait la crise sanitaire, il y a les impacts sociaux, économiques. Nous, on va s'intéresser sur le monde, sur le travail, sur le contenu du travail, de l'impact de cette crise, pour après se dire pourquoi, de notre point de vue, la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle peuvent être des leviers. Et on prendra un petit temps de discussion avant de vous présenter une action collective pour accompagner les entreprises de l'ESS. Alors, peut-être, alors, se dire globalement, la crise sanitaire, l'impact sur le travail, il y a 3 situations types rencontrées, et des statistiques de la DARES nous disent que ce serait réparti en 3 blocs quasiment identiques. Il y a les gens qui ont dû continuer leur activité, les salariés qui ont été mis en télétravail imposé, et puis un dernier tiers de personnes qui ont vu leur activité cesser et qui ont dû se mettre au chômage partiel. Alors, voilà, l'impact, c'est du non-travail dans cette 3e catégorie. Et on sait que c'est un impact un peu sur, peut avoir un caractère anxiogène sur le risque de perte d'emploi. Et il y a plus d'un quart des salariés concernés par cette situation qui parle de détresse psychologique. Peut-être dire, alors c'est dans une planche précédente, mais de dire que quand je vais présenter des statistiques et des données dans le cadre de cette présentation, elles s'appuient d'une part sur les travaux menés par la mutuelle Corum, sur le baromètre qualité de vie au travail qui est engagé chaque année, mutuelle qui intervient spécifiquement dans le secteur de l'ESS. Mais on s'est appuyé bien sûr sur les travaux du réseau ARACT, qui ont fait des enquêtes et différents travaux pour permettre aux entreprises de faire face aux différentes situations imposées par la crise. Et aussi des enquêtes, alors une enquête Kantar CFDT, dont vous trouverez le lien dans une planche précédente. Est-ce que j'arrive à les passer? Oui, non. Oui, c'est là, voilà. Et une enquête, le monde du travail en confinement, une enquête inédite faite par la DARES et l'UGIT de la CGT. Et donc, globalement, tous ces travaux vont un peu dans le même sens sur l'analyse à la fois du télétravail et des caractéristiques de l'activité en période de reprise. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que 7 salariés sur 10 ont vu leur situation affectée, et affectée de manière importante en termes de contenu d'activité. Alors, pour la poursuite d'activité, ça a permis, la première chose, c'est de montrer qui étaient les salariés du front, ce qu'on a appelé les salariés de la première ligne, et on est souvent face à des secteurs à prédominance féminine et de nombreux secteurs de l'ESS. On a parlé des métiers du care. On sait que dans les métiers du soin, il y a plus de 70% des salariés qui sont des femmes. Dans les métiers du commerce et de la vente, c'est aussi plus de 70%. Dans les métiers de l'entretien également. Donc, il y a un ensemble d'activités sur lesquelles on a mis en évidence des secteurs à prédominance féminine, des secteurs avec des métiers qui étaient essentiels et des métiers qui étaient sous-valorisés. Alors, l'hypothèse, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette crise va permettre de rendre visible de manière un peu plus importante à la fois les conditions de travail et les formes de reconnaissance dont bénéficient les femmes? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Et ça, c'est une vraie question qui est posée aux acteurs et aux branches professionnelles. Et alors, la poursuite d'activité sur le travail, c'est surtout comment on adapte l'organisation. Alors, dans une situation d'urgence, le confinement est décidé à une date, 3 jours après, il faut arriver à trouver des modes de fonctionnement, et des modes de fonctionnement qui permettent d'assurer la protection, la santé, la sécurité des salariés sur le poste de travail, une obligation de l'employeur, mais aussi la sécurité des clients ou des usagers. Donc, et tout ça avec une nécessité normalement de mise à jour du document unique de prévention des risques
Et sur ce sujet, c'est l'importance du dialogue social hein, qui a pu permettre aux entreprises de faire face, de tâtonner, de construire des modalités d'organisation qui soient adaptées. Alors, pour la poursuite d'activité, on trouve de nombreux écrits aussi qui témoignent aussi de la situation particulière des femmes par rapport à cette période, notamment les effets de charge mentale, c'est-à-dire que ce soit dans le traité de travail ou la poursuite d'activité, les phénomènes de double journée qui sont liés à des différences de répartition des activités domestiques ont pu être amplifiés. Hein. Des chercheuses qui disent dans le télétravail, et en télétravail, il va les faire manger tout le monde 3 fois par jour. Hein, ça changeait un peu les règles du jeu et les questions d'entretien étaient un peu différentes. Pour ça, je vous renvoie volontiers aux travaux du Haut Commissariat à l'égalité professionnelle qui publie depuis le début de la crise une lettre qui s'appelle « Vigilance égalité » et qui donne un ensemble d'indicateurs qui permettent d'illustrer de manière un peu criante ces phénomènes. Hein, et de nombreux articles de presse y ont contribué aussi. Donc, difficulté de la poursuite d'activité, oui. Moi, je l'ai appelé la triple journée, même pour mettre l'accent sur l'enseignement que après, hommes et femmes, bien sûr, ont dû mettre à disposition. Je me dis que ça a encore renforcé aussi l'aspect. Tout à fait, tout à fait. Dans un article du Haut Commissariat à l'égalité, il y a une enquête Harris, un truc un peu, un gros sondage, qui dit que la réponse aux mails des enseignants, c'est pour 95%, c'est les mamans qui répondent aux injonctions de l'éducation nationale, aux demandes de l'éducation nationale. Pour 95%, je trouve le chiffre assez ahurissant. Effectivement, triple journée. Alors ensuite, il y a le télétravail. Le télétravail, alors c'est 32% des travailleurs qui ont été touchés par le télétravail, mais quand on dit 32% des travailleurs, il y a de grandes inégalités, c'est-à-dire que très répandu chez les cadres, hein, 60% des cadres ont été en télétravail, 30% des employés, mais dès qu'on passe sur les ouvriers et techniciens, on est sur des proportions bien moindres. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, avant la période de confinement, le télétravail, c'était que 10% des salariés. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des résistances, des manques de confiance ou des vigilances de la part des employeurs. Il n'y a que pendant les périodes de grève, notamment sur la région parisienne, où il y a eu une première excroissance, hein, un premier développement du télétravail. Mais vraiment, on a connu un télétravail dans des formes, dans des volumes jamais connus jusque-là. Alors, la particularité de ce télétravail, c'est un télétravail confiné, c'est-à-dire ça pose plein de différences avec du télétravail organisé. C'est un télétravail qui a été imposé, qui n'a pas été préparé, à temps plein le plus souvent, alors que la plupart du temps, l'organisation du télétravail, c'est 2-3 jours. Hein. Là, c'était à temps plein et sur la durée, c'est-à-dire que ça a duré presque 3 mois. Et ce, pour des salariés qui n'avaient pratiquement, pour la plupart, jamais, qui étaient peu habitués à l'exercice du télétravail. Ce qu'a révélé ce principe du télétravail, c'est qu'il y a de nombreux risques hein, qui peuvent être associés à cette activité. Alors, on a parlé de la question de la charge de travail avec la triple journée. Hein. Je dois m'occuper de l'éducation, des activités domestiques et de mon travail. Hein. Il y a cette notion de surcharge de travail, de problèmes de déconnexion, de difficulté à articuler les temps. Et vous avez sur ce sujet un petit graphique, là, je ne sais pas si le... Ah, mais j'ai l'impression que ce que vous voyez... Est-ce que vous voyez mon graphique? Vous voyez un graphique, là? C'est que ce qui s'affiche sur mon écran, j'ai 2 écrans qui affichent des choses différentes. C'est absolument terrible. Il n'y a pas de graphique. On a la diapo sur le télétravail. Vous êtes sur la diapo sur le télétravail? Oui, voilà. Ah si, ça y est. Pardon. Il y est le graphique. C'est la question de compétence qui revient à intervalles réguliers. Et dans ce graphique, on voit sur la satisfaction du télétravail, les hommes, c'est 33% très satisfaits. Très satisfaits, c'est 20% chez les femmes. Hein. C'est un écart de plus de 10 points hein, là-dessus. Et le réseau ANACT-ARACT a fait une enquête, alors ça c'est une enquête Kantar, le réseau ANACT-ARACT a fait une enquête, voilà. Alors ça c'est des résultats Occitanie, où on voit aussi que sur la possibilité de concilier temps personnel et temps professionnel, il y a un écart de 10 points entre les femmes et les hommes. Et sur la possibilité de s'adapter aux contraintes, les hommes disent à 90%
88%. Ben, moi, je peux m'adapter à mes contraintes. Les femmes, c'est un peu moins de 75%. Donc, on voit qu'il y a une nette différence sur le vécu du télétravail entre les femmes et les hommes. Oh là là, oh là là, voilà. Et sur le télétravail, ouais, alors le risque, il y a aussi le risque d'isolement. Enfin, je vous invite à vous rapprocher du webinaire d'hier qui est disponible en replay sur le site de l'ARACT, où j'ai mon collègue qui présente tous les différents risques et les facteurs de ressources qu'il peut y avoir sur le télétravail. Alors, ça a interrogé naturellement le management à distance. Hein. Plusieurs personnes disent que quand le management se passait bien à distance, ça se passait bien, mais que si on avait des difficultés, manager à distance, ça pouvait créer des difficultés. Et donc, on voit bien que sur le télétravail, il y a une petite révolution qui est en cours parce qu'il y a plus d'un salarié qui souhaite prolonger, que ça interroge les pratiques managériales et ça interroge la manière de travailler et véritablement le contenu du travail, des activités télétravaillables. Donc, encore une situation où les enjeux qualité de vie au travail et égalité professionnelle s'affichent. Alors, ce qui a permis de faire face à la crise vécu, plus ou moins, enfin qu'on vit encore. Hein, finalement, on sait que ça a eu un impact donc, sur différentes dimensions de la qualité de vie au travail, mais ce qui a permis de faire face, c'est globalement la qualité du dialogue social, hein, comment on ajuste l'organisation, on assure la protection des salariés, et ça se discute avec le CSE et les représentants du personnel. Et puis, au plus près des activités de chaque personne, c'est ce qu'on appelle, nous, le dialogue professionnel, c'est-à-dire le rôle du management pour accompagner les organisations dans ces transitions où il y a en permanence des ajustements pour prendre en compte des nouveaux risques, des éléments de charge, d'animation du collectif, savoir faire de l'expérimentation, soutenir, rassurer au plus près du terrain. Et quand j'utilise ces termes, j'utilise sciemment ces termes parce que c'est des termes qu'on utilise en permanence dans la qualité de vie au travail quand on a la volonté d'améliorer, de contribuer à l'amélioration de la qualité du travail et de la qualité des conditions de travail. Alors, la situation de reprise, hein, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que globalement, on est dans une phase d'adaptation à quelque chose qui est de l'ordre de l'incertitude et que ce qu'on vient de voir sur l'évolution du contenu et de l'organisation du travail va se poursuivre. Que le travail et l'organisation du travail va continuer à être bousculé. Alors nous, on le vit, première leçon d'une crise, hein, ce que je disais en introduction, on le vit en organisant ce type de webinaire, mais on le vit aussi, aujourd'hui je suis au bureau, j'ai rejoint mes collègues, donc on ne se fait plus la bise, il y a des codes sociaux nouveaux, on essaie de maintenir les distances, on a des masques qui nous sont mis à disposition, je vous avoue qu'on en fait un usage relativement modéré pour l'instant, mais si on devait faire des réunions, on devrait les utiliser avec plus d'intensité. On a organisé une réunion à l'ARACT et on a fait effectivement, alors pas un marquage au sol, mais des zones de passage hein, pour permettre aux gens d'aller dans les zones de réunion. On réfléchit pour pas être tous en même temps sur le même lieu de travail. Et donc, ça pose des questions sur les collectifs de travail, comment on s'organise à plusieurs pour arriver à produire. Hein, j'allais dire, l'exemple pour nous, produire ce webinaire, il a fallu être connecté à 5 ou 6 hein, pour arriver à réaliser un objectif de travail. Et puis, on fait l'hypothèse dans la reprise que le télétravail, il n'a pas diminué. Hein, il va continuer. Et donc, ces enjeux, qualité de vie au travail, égalité professionnelle, vont perdurer. Alors, les enquêtes, c'est globalement... Il y a, j'allais dire, une certaine lucidité de la majorité des salariés qui disent, pour les 3/4, on sait que ça va changer. On sait que notre travail, la manière de réaliser notre boulot, ça va forcément changer. Les règles du jeu vont changer et le vécu, il est plus ou moins positif. Hein. On a un gros quart qui sont entre les deux, un quart qui dit mais ça peut être vachement positif, développer le télétravail, voir autrement le travail, ça peut être une formidable opportunité et c'est le propos qu'on vous propose de tenir aujourd'hui. Et d'autres qui disent moi j'ai des craintes, hein, j'ai beaucoup de craintes sur ce que pourrait être l'évolution du travail. Alors, pour accompagner ces évolutions, pourquoi la QVT et l'égalité professionnelle et pourquoi lier ces deux sujets? Alors tout d'abord, nous, on les lie parce que les partenaires sociaux ont articulé ces deux sujets. L'accord interprofessionnel de juin 2013, il s'appelle « Vers une politique qualité de vie au travail et égalité professionnelle ». Donc les partenaires sociaux, en associant les deux thèmes, nous invitent également à le faire.
Et c'est ce que nous invite à faire également la réglementation. Les lois Rebsamen qui ont fusionné les objets de négociation disent aujourd'hui il y a 3 blocs de négociation, un bloc sur les parcours, un bloc sur rémunération et un bloc au centre sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, et un bloc qui a un caractère obligatoire en plus pour les entreprises de plus de 50 salariés ou toutes les entreprises pourvues de délégués syndicaux, de représentants syndicaux. Et donc l'invitation, c'est bien de se dire comment, enfin nous ce qu'on veut faire, c'est se dire comment on arrive à faire de l'égalité professionnelle une priorité. Comment on se dit, on regarde véritablement l'égalité professionnelle. Parce que Sandrine Carême le disait en introduction, hein, dans l'étude de la CRES, on sait qu'il y a des situations défavorables aux femmes qui perdurent depuis, les lois Roudy, c'est 1983, hein, c'est 50 ans. Depuis plus de 50 ans, dans le monde du travail, hein, pour ce qui nous intéresse, hein, égalité professionnelle au monde du travail, il y a des situations qui sont défavorables aux femmes sur le plan de la rémunération, sur le plan de la santé et des conditions de travail, l'invisibilité des conditions de travail des femmes qu'on a vu, hein, pour les salariés qui étaient en reprise. Hein, on s'est rendu compte des caractéristiques de leur situation de travail. Et il y avait la question du plafond de verre qui a été évoquée en termes de carrière et de parcours professionnel. Donc, c'est toutes les données chiffrées, hein, il y a montré, toutes les enquêtes témoignent qu'il y a des phénomènes discriminatoires avec des situations défavorables pour les femmes. On sait qu'il y a des enjeux réglementaires qui sont importants. Hein. Vous avez plus de 50 salariés, vous devez avoir un plan d'action ou un accord. Les entreprises sont tenues d'avoir un index égalité pour comparer les situations de rémunération des femmes et des hommes. Et aujourd'hui, alors j'en ai pas parlé dans les situations de télétravail, hein, mais il y a aussi la question des violences qui peut être un risque, hein, dans les situations de travail, les violences sexuelles et sexistes. Il y a un enjeu de prévention des violences sexuelles et sexistes, hein, ce qu'on peut appeler des fois le sexisme ordinaire dans les organisations du travail. Donc il y a des données, des obligations réglementaires, et donc l'invitation qui est faite au travers de ce projet, c'est de se dire comment on peut chausser les lunettes du genre pour sortir du déni, parce que alors le déni, c'est de se dire ça n'existe pas, c'est pas vrai, on est en France, souvent c'est chez nous ça n'existe pas. Hein. On n'a pas regardé, mais on se dit chez nous ça n'existe pas. Après, il peut y avoir une autre dimension qui est la fatalité. C'est normal, ça vient de l'éducation. Hein. S'il y a 80% des femmes dans les filières médicales, c'est vrai que ça vient de l'éducation et de l'orientation. Alors oui, certes, hein, mais il peut y avoir des choses à faire pour essayer d'inverser ou de progressivement faire balancer ces données. Et aussi, il y a une autre chose, c'est on n'y peut rien. C'est une fatalité. On n'y peut rien, on est impuissant, on ne peut rien faire. Voilà, donc, c'est un peu l'invitation, hein, qui est faite en associant ces deux termes et en mettant l'accent sur l'égalité professionnelle et la QVT. Alors après, pourquoi tout ça? Alors après, on se dit, vous voyez bien qu'il y a une ambition, une conviction, hein, de porter cette idée. Et après, cette conviction, c'est aussi pour répondre aux défis des organisations. C'est comment on va retrouver une performance économique et sociale, comment on va adapter le travail, hein, comment on va adapter les modes de fonctionnement de manière à rendre un service de qualité à nos usagers, nos clients, nos bénéficiaires, dans le cadre de conditions de travail qui soient satisfaisantes pour l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Et surtout, sur l'organisation, c'est éviter ce qu'on peut appeler des comportements excessifs, hein, c'est-à-dire quelque chose qui peut être de la peur, l'anxiété, hein, des situations de détresse, comment on essaie de prévenir ces situations, ou au contraire, l'autre comportement excessif, c'est de dire il n'y a plus de risque, c'est fini, on n'est pas concerné, et d'être dans le déni du risque. Hein, donc, dans la politique de prévention, il y a quelque chose à accompagner, et je vous renverrai volontiers vers le webinaire organisé par Quorum au mois de mai, hein, dont le titre était QVT, Organisation du travail, plus rien ne sera comme avant. Disponible sur le site de Quorum, organisé avec l'UDES. Alors après, c'est naturellement pour répondre aux attentes des salariés, alors je vais passer rapidement, je crois que je l'ai dit, hein, c'est que dans les enquêtes, les salariés nous disent on est inquiet, on va faire preuve de patience, ou on se sent impuissant,
et que la crainte majeure, c'est sur la dégradation de la qualité de vie au travail, hein, les risques d'augmentation du temps de travail, les risques de dégradation des conditions de travail, voire de baisse de la rémunération. Donc, vous voyez, il y a des facteurs d'inquiétude, des éléments sur lesquels le dialogue social et le dialogue professionnel évoqué un peu avant peuvent être des moyens de construire ensemble des situations qui soient satisfaisantes. Alors, répondre aux attentes des salariés, j'ai repris là les indicateurs de la mutuelle Quorum, hein, qui dit, voilà, la note qualité de vie au travail sur 10 dans l'ESS, c'est 6,2. Et moi, ce qui m'a frappé dans le webinaire organisé par Quorum, pour préparer cette rencontre, c'est le fait que la personne, le cabinet qui a fait cette enquête a dit, dans l'ESS, nos résultats, les résultats de l'ESS sur la qualité de vie au travail sont moins... voilà, l'indicateur est moins bon que ce qu'on va trouver dans de nombreux autres secteurs du privé. Alors que l'ESS est engagé au travers de ses valeurs, au travers de ses missions, de ses spécificités, justement sur une économie autrement et les valeurs d'égalité professionnelle pour tous, hein, femmes et hommes. Donc, répondre aux attentes des organisations, répondre aux attentes des salariés. Alors après, je vais passer vite, je ne vois pas le tempo, mais c'est à peu près bon. Oui, oui, oui. C'est à peu près bon. Oui. Bon. OK. Donc, juste dire, se mettre d'accord avant de présenter l'action, sur de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail. Là aussi, vous aurez le lien vers un petit film très bien fait d'1 minute 30 par la mutuelle Quorum qui donne les éléments de définition. Donc, ce que je disais en introduction, nous ne sommes pas sur tout ce qui est périphérique au travail. On est bien sur l'approche des partenaires sociaux qui, dans leur accord, nous disent la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des organisations. Donc, on est bien sur quelque chose où on veut accompagner l'efficacité des organisations, la performance globale, hein, c'est comment je satisfais mes clients, mes parties prenantes, et la qualité des conditions de travail des collaborateurs qui contribuent à réaliser cette qualité du travail. Hein. Donc, moi, j'aime bien retenir ça, c'est faire du bon travail dans de bonnes conditions, la qualité du travail. C'est cet objectif. Alors après, les partenaires sociaux, ils nous donnent quand même quelques repères, ils nous donnent des repères complémentaires, ils nous disent que la qualité de vie au travail, c'est pas une norme, c'est un perçu, c'est une perception, c'est un ressenti des salariés. Et ce ressenti des salariés, eh bien sûr, il se joue dans le travail, ce que me demande le travail, le contenu de mon travail. Ça se joue dans mes conditions de travail, dans quelles conditions, est-ce que j'ai les moyens de faire mon travail dans des conditions satisfaisantes. Et le dernier point, c'est est-ce que je peux parler de mon travail, les capacités d'expression, les capacités à s'exprimer sur le travail. C'est est-ce que quand j'ai des difficultés au travail, est-ce que je peux être entendu? Est-ce que je peux les exprimer pour contribuer à l'amélioration de mon travail? Et j'allais dire, la qualité de vie au travail, c'est une invitation à une spirale vertueuse qui est de prendre en compte le vécu et les caractéristiques du travail des salariés des équipes pour contribuer, boucle vertueuse, à l'amélioration des conditions de travail et de la qualité du travail, du service rendu aux usagers. Et une fois que nous ont dit, que les partenaires sociaux nous disent, ben voilà ce qu'on peut entendre derrière qualité de vie au travail, ils nous disent, voilà, il y a plusieurs champs qui sont à explorer. Et donc, bien sûr, le premier pétale de la marguerite, c'est la question de l'égalité professionnelle, hein, pour l'ensemble des salariés, mais on touche aussi des questions de management, on touche aussi les questions de compétences et de parcours professionnels, avec les questions de plafond de verre que nous avons évoquées. On touche les questions de santé au travail. Alors, on les a évoquées dans la poursuite d'activités, on les a évoquées dans le télétravail. Il y a des vraies questions à se poser pour accompagner, avoir une politique de prévention qui soit adaptée à la situation et qui prenne en compte la situation différenciée des femmes et des hommes dans ce contexte-là. Ça touche des questions de contenu du travail, de sentiment d'utilité, d'autonomie, de marge de manœuvre pour réaliser de son travail. Et bien sûr, ça touche la question de la qualité des relations de travail,
du plaisir qu'on a à s'inscrire dans un collectif et à collaborer et à faire du travail en équipe. Hein, et donc, alors, en fonction des entreprises, des organisations, des sujets, on va mettre l'accent sur une ou l'autre de ces priorités. Mais l'idée, c'est que la qualité de vie au travail, c'est pas une norme, mais ça permet d'embrasser ces différentes dimensions sur le champ de la discussion et de la qualité du travail et de la qualité des conditions de travail. Alors, vous aurez là, dans la mise à disposition du support, une orientation vers une série qui s'appelle Comme un lundi, réalisée par différentes ARACT et nos collègues de l'ANACT, qui présente en 2-3 épisodes de quoi on parle concrètement, enfin, des propos, on va dire, animés, imagés, en termes de définition et de démarche par rapport à ce que je viens de présenter. Philippe ? Je m'arrête. Oui, pardon. Je vous en prie. Je voulais aussi revenir par rapport, juste une remarque en fait par rapport à cette notion de QVT, de qualité de vie au travail, dont on parle beaucoup, hein, et tant mieux depuis plusieurs années. C'est de parler de qualité de vie tout court et comment en fait finalement la qualité de vie au travail et la qualité de vie même personnelle sont indissociablement liées. Et je pense que cette configuration en télétravail le remet encore plus. Et cette notion de charge mentale qu'on a évoquée également, alors c'est ce que je dis est valable pour les hommes et les femmes, mais on le voit bien aussi que cette question de charge mentale liée, que le personnel a finalement assez imbriqué avec le professionnel, et on l'a ressenti pendant cette crise où il fallait tout gérer en même temps. Voilà, il y a vraiment ces liens aujourd'hui à faire, et le travail occupe une place, on va dire, dans le cerveau, comme c'était sur le schéma précédent, mais également tout le reste, en fait, et voilà, il faut trouver les bons équilibres, on va dire. Ouais. Alors, je reprends juste 2 minutes la parole pour rebondir et puis pour inviter mon collègue à lancer un sondage. Nathan, si tu pouvais envoyer, il y a 2 sondages qui peuvent nous éclairer sur, finalement, pour vous, comment ça se passe chez vous, la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Donc, on vous invite à cliquer dans la zone sondage qui devrait s'être remplie pour cliquer à quoi ça correspond chez vous. Et par rapport peut-être à ce que disait, c'est modéliser ce que vous évoquez, Sandrine, hein, c'est l'idée que ce qu'on vit au travail, il y a des pratiques où on dit laissez vos soucis devant la porte de l'entreprise, et on sait que ça marche pas, ça. Ça marche pas. On sait que ce qu'on vit au travail et ce qu'on vit à l'extérieur du travail s'enrichissent mutuellement, que notre qualité de vie au travail a un impact sur notre qualité de vie domestique et familiale et sociale, et vice-versa, hein, que c'est un équilibre, hein, que c'est 2 mondes qui s'articulent et qui se répondent. Et effectivement, il y a Dominique Béda qui dit que cette crise, elle nous amène à réinterroger la place du travail dans nos vies et ce rôle fondateur. Alors, je vais glisser sur le... Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse. Si on regarde les personnes inscrites, je pense qu'on est à 90% de femmes et 10% d'hommes. Ah là là. Et oui, ça traverse vraiment tous les champs de la société. La prose genrée, on a vraiment du mal à y échapper. C'est un constat micro, macro, permanent. Bon. En même temps, faut faire avec les... Voilà, il faut on voit bien qu'il y a un côté militant dans ces sujets, parce que ce que je disais, la place du déni ou de la fatalité peut prendre une place considérable. Bon, moi, j'ai peut-être une fuite de gaz dans mon établissement. Donc, si vous me voyez disparaître, c'est qu'on va me demander de sortir. Oui. C'est pas une blague. C'est jamais arrivé, mais voilà, on est venu me prévenir, donc on attend les pompiers. Donc, si je dois sortir, je vous dirai au revoir. Hein. Voilà, désolée. C'est des aléas du direct, je ne sais pas comment le dire. C'est les aléas, et il y a une bonne hiérarchie des priorités, on va dire. Voilà. Et peut-être justement, Pascal, parce que comme vous avez la parole, par rapport à vos enjeux UDES, en tant qu'UDES, sur ces sujets, qualité de vie au travail. Et... L'UDES, la qualité de vie de travail, il l'a aussi vu. Alors, on peut le voir
sous plein de prismes, hein, mais il a surtout travaillé sous l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et notamment, donc je crois qu'il y a un slide. Oui, j'essaye. Les compétences. Oui, c'est ça. Et notamment par un accord multiprofessionnel qui a été signé en 2015 par l'ensemble des confédérations syndicales de salariés. Donc, un accord sur l'égalité hommes-femmes que je vous conseille de télécharger parce qu'il est vraiment très pertinent et il y a des petits quiz qui peuvent vous aider à voir où vous en êtes dans votre entreprise sur l'égalité femmes-hommes. Donc, les thématiques clés de l'accord, c'est bien fait, c'est par fiche, c'est attractivité, mixité, recrutement, la formation et accès aux responsabilités. Il faut sortir. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Je vais être obligée de sortir parce que la secrétaire vient de m'appeler, les pompiers me demandent de sortir. Prenez bien sûr. Excusez-nous, hein. Excusez-moi, mais ça, c'est vraiment, ça m'est jamais arrivé dans ma carrière. Je suis désolée. Je prends mon téléphone, je laisse mon ordinateur. Je vous laisse finir, Philippe, pour oui, présenter l'idée. Ouais. Merci. Ou je vais peut-être laisser la parole à Sandrine, peut-être, non? Oui, tout à fait. Peut-être pour ajouter quelques mots, cette idée en fait de formation action qui lie la QVT et l'égalité femmes-hommes, qui pour moi sont des notions qui sont vraiment à relier. Donc, on est ravis de travailler avec l'ARACT sur le sujet. Elles ont encore repris plus finalement de vigueur avec ce qui s'est passé, avec les moins de constats en fait qu'on peut dresser. Tout à l'heure, en fait, on parlait de ces métiers du soin en fait, hein, qui sont très fortement présents dans l'économie sociale et solidaire. Et vous l'avez dit, Philippe, ce sont des métiers qui ont été au front, donc ça a réinterrogé pas mal de choses. On l'a bien vu, la reconnaissance à la fois salariale, même surtout salariale, qui n'est pas au rendez-vous. Donc, alors, est-ce qu'il y a des bas salaires parce que c'est l'économie sociale et solidaire ou parce que finalement ce sont des postes qui sont occupés par des femmes? Je pense qu'il faut quand même bien se poser la question. Le CARE étant historiquement et culturellement en fait des fonctions voilà, liées à la femme. Donc, c'est vraiment aussi à remettre en avant. On a compris que c'était des enjeux fondamentaux, des professions fondamentales. Donc, vraiment, déjà, les valoriser et travailler sur l'égalité femmes-hommes, ça passe aussi par l'égalité salariale. Donc, voilà, déjà un premier sujet. Et puis, ce second sujet sur la QVT et le télétravail, hein, que vous avez bien souligné et décrit, avec tous les risques que ça peut avoir en matière d'égalité femmes-hommes. Le télétravail, c'est extrêmement intéressant hein, comme dispositif. On le sait, hein, ça permet d'éviter les trajets, etc. Mais voilà, on va dire peut-être plus pour les femmes que pour les hommes, retourner en fait à la maison, entre guillemets, alors que finalement les femmes se sont battues pour aller sur un lieu de travail. C'est aussi cette confusion qu'il y a entre les tâches ménagères, la charge mentale, etc. qui, voilà, on l'a vu hein, dans certaines études qui ont été menées pendant cette période de confinement avec la mise en télétravail. Voilà, manque de dissociation, on va dire, des différents temps. C'est important aussi, je pense que notre formation, elle prend encore plus d'envergure. Et soit on défend le sujet individuellement, soit on le prend collectivement à bras-le-corps. Et le prendre collectivement, c'est le travailler dans son entreprise. Et voilà, et donc le travailler entre les directions, les représentants du personnel, bien sûr, pour mettre en place des réflexions et des stratégies, voire des accords sur ces sujets. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le sondage, hein, mais globalement, il y a plus de 60% des répondants. Alors, j'ai juste le pourcentage, je n'ai pas le nombre hein, de personnes qui ont répondu au sondage, mais 60% des personnes, il y en a 20% qui disent « on n'en parle jamais » et 40% qui disent « c'est abordé, mais il n'y a rien de concret hein. ». Donc, ça veut dire qu'on voit bien que même dans le SS, hein, le présupposé de départ, il y a des efforts à faire sur cette dimension-là, même avec un public majoritairement féminin. On voit bien que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps si à un moment on veut le traiter, avec peut-être aussi le risque dans la période, c'est soit que ça perdure, mais il y a le Haut Commissariat à l'égalité, dans Vigilance Égalité, dit que ça pourrait, les différences pourraient être exacerbées par la crise, hein, le fait qu'il y ait plus de demandeurs d'emploi, qu'on oriente les priorités ailleurs et que donc cette question-là, elle passe
Alors, on a à dire, elle est déjà au 3e plan, mais au 5e, au 6e plan, des choses comme ça. Tout à fait. Il y a aussi une autre remarque. Alors, hormis les métiers du soin qui ont dû en fait aller sur le front, entre guillemets, comme on l'a dit, comme les inégalités salariales sont plus fortes dans l'ESS, on s'est retrouvé avec des situations aussi quand il a fallu faire les choix de garde d'enfants ou d'activité partielle, ce choix finalement est encore plus retombé sur la femme dans un couple que sur l'homme. Et donc ça aussi, ça a accentué en fait les inégalités. Alors que si on était sur des salaires plus égaux et plus proches en fait du secteur marchand, voilà, c'est une caricature, mais c'est quand même la réalité en Occitanie en fait et dans d'autres régions où voilà, on va avoir une forte proportion de femmes à travailler dans l'ESS qui sont dans les associations, mais également entrepreneuses, dans des coopératives ou d'autres secteurs. Okay. Et sur la qualité de vie au travail, hein, alors on a quand même, voilà, alors n'en parle jamais, un petit 10%, c'est abordé mais sans action concrète, 22%, mais on a 2 gros tiers, hein, où on a un 30%, c'est une démarche structurée, débattue avec le CSE, et un autre tiers, hein, donc une bonne sensibilité. La qualité de vie au travail, c'est un sujet où déjà il y a de la sensibilité et des actions qui ont été conduites. Voilà, 36% disent que c'est des actions pour améliorer la qualité du travail, hein, véritablement. Donc les préoccupations qualité de vie au travail, on voit qu'elles ont pris une place, mais qu'elles n'ont pas embarqué au même niveau les questions d'égalité professionnelle, et c'est un peu le pari qu'on souhaiterait faire autour du projet qu'on va vous présenter. Je sais pas, Rita, est-ce que sur le sujet où tu veux glisser sur le… Non, sur le sujet, je pense que vous en avez largement et assez complètement parlé, et surtout en faisant le lien entre les enjeux que tout le monde connaissait plus ou moins avant cette période et le fait que les caractéristiques du travail, les conditions de travail de la période de confinement et de déconfinement ont montré à quel point ces inégalités de genre étaient bien ancrées, bien installées et se sont accentuées, et pour un certain nombre au détriment des femmes. Donc, on s'était interrogé sur l'intérêt de poursuivre le projet que l'on avait à l'origine et de proposer ce dispositif aux entreprises de l'ESS sur qualité de vie au travail et égalité professionnelle. Mais là, tout ce qui vient d'être partagé confirme complètement l'entière nécessité de continuer à travailler sur ce sujet. Et j'ai regardé un petit peu rapidement ce qu'ils disaient sur le chat. C'est vrai qu'il y a tellement encore d'enjeux de sensibilisation, d'information et évidemment d'action que voilà. Donc, on vous propose ce dispositif complètement persuadé de sa nécessité et de l'intérêt que vous pourriez y trouver. Alors, pour parler de ce dispositif que l'on vous propose, déjà un petit peu le caractériser, c'est un dispositif expérimental, innovant, et qui ne s'inscrit pas, qui vient pas poser comme ça dans le secteur de l'ESS. Hein. On voit à quel point cette question d'égalité professionnelle a déjà été travaillée dans le cadre de l'Observatoire. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions qui ont déjà été engagées et certainement beaucoup d'acteurs internes qui sont déjà mobilisés et prêts à travailler de façon plus opérationnelle sur ces questions-là. Et donc, l'objectif, c'est à la fois d'accompagner un certain nombre d'entreprises et à partir de là, de capitaliser, de produire des repères pour pouvoir transférer à un plus grand nombre d'établissements d'entreprises. Ça fait partie de nos missions générales dans le réseau ANACT à ARACT et c'est encore plus intéressant et important quand on travaille comme ça avec un secteur professionnel qui peut avoir ces possibilités de transfert. Alors, quelles seraient les ambitions, l'objectif, ce vers quoi on souhaiterait vous embarquer? Le premier objectif, équiper les entreprises, cela signifie que l'idée n'est pas de faire à votre place, hein, mais de vous accompagner pour apprendre à faire et à poursuivre sur ces thématiques dont on voit bien qu'elles ne pourraient pas être réglées en un seul accompagnement, que c'est un travail à conduire de façon durable.
L'enjeu aussi est au regard aussi de cette période particulière que l'on vient de vivre et qui montre à quel point des choses ont bougé dans l'organisation du travail, des choses ont bougé dans le contenu du travail et dans les compétences que nous aurons toutes et tous à acquérir. Et ce serait bien que nous ayons toutes et tous les mêmes possibilités de les acquérir. On voit à quel point le numérique va encore plus intervenir dans nos processus, dans nos méthodes de travail. Donc, forcément, ça va donner lieu à des nouvelles pratiques, des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles compétences. Ça va agir sur le contenu du travail et donc aller vers des pratiques peut-être un peu nouvelles, innovantes. Et ce serait intéressant de les soutenir, de les accompagner, d'en repérer ce qu'il y a d'intéressant au regard de la qualité de vie au travail ou ce qui peut mettre en difficulté. Au cœur de la qualité de vie au travail, et parce qu'on s'adresse à des entreprises et qu'une entreprise, c'est quand même par définition l'enjeu de l'entreprise, c'est quand même d'avoir sur le plan économique une situation saine. Et là aussi, on sait à quel point la question va être particulièrement sensible. Elle l'est certainement actuellement, j'y vais être, non, elle l'a été déjà pendant toute la période de confinement et elle va s'accentuer, notamment dans le bassin d'emploi, là autour de Toulouse. Donc, articuler qualité de vie au travail et performance de l'entreprise va devenir encore plus nécessaire et accompagner les entreprises de façon à ce qu'elles puissent collectivement, c'est-à-dire en associant l'ensemble des salariés, l'encadrement, la direction, les représentants des salariés, à pouvoir être collectivement dans une capacité d'adaptation, de réaction, d'innovation. C'est vraiment ce qui est demandé déjà depuis 2 ou 3 mois et ce qui est demandé dans l'urgence, mais ce qui va continuer à être demandé de façon un petit peu durable. Donc, il y a vraiment un enjeu particulier à travailler sur ces fondamentaux de la qualité de vie au travail qui sont l'expression donnée à chacun sur comment on fait le travail, comment on le fait avec la qualité attendue, dans quelles conditions, pour que ce point de vue des différents acteurs concernés puisse permettre de reconstruire ensemble les façons de faire, les règles qui permettront de s'adapter à ces nouvelles situations en émergence et qui vont continuer à se transformer. Donc voilà un peu les quelques fondamentaux sur lesquels ce dispositif va proposer de travailler. Concernant le processus que l'on vous propose, l'idée de proposer une articulation de temps collectif et collectif donc à plusieurs entreprises et d'intercessions spécifiques dédiées à chacune des entreprises, des établissements participants. Ce que l'on propose aussi, parce que c'est en lien avec nos missions, nos fondamentaux méthodologiques et notre éthique, c'est que cet accompagnement s'adresse à un binôme paritaire, un représentant salarié, un représentant direction, de façon à ce que chacun puisse apprendre, co-construire, en tenant chacun les enjeux direction, les enjeux représentants des salariés. Voilà, donc ce seront des temps collectifs où des binômes pourront participer. On prévoit 5 jours sur une durée de 12 mois environ. Et à l'intérieur de ces 5 jours, avec un processus d'apport de connaissances, de méthodes et de mise en place tout au long du processus. Et pour accompagner la mise en place des séances, des séances, c'est pas vraiment des séances, encore qu'on verra comment on fera d'ailleurs, en tous les cas des intercessions qui seront dédiées à l'accompagnement individuel des entreprises participantes. Je crois que j'ai balayé tous les aspects. Je reviens sur l'aspect expérimentation. Ça fait partie de nos missions d'être dans l'expérimentation. Donc il y a toujours une partie de ce que l'on propose, que l'on co-construit, que l'on crée avec les partenaires ou les entreprises avec qui on travaille. Et ça nous permet aussi de faire évoluer nos pratiques et tous les conseils que l'on peut apporter, et puis surtout de s'adapter aux réalités nouvelles qui se présentent et aux demandes sociales nouvelles.
je crois que j'ai tout balayé. Oui, juste dire, oui, juste dire, Rita, parce que le mot apparaît là, c'est qu'on s'inspire d'un modèle d'intervention et d'action développé par le réseau Anactarac, on appelait ça les clusters sociaux. Et le fait de... donc c'est une méthodologie, c'est des choses déjà éprouvées, hein, qu'on a réalisées à plusieurs occasions dans différents contextes. Voilà, on l'a rebaptisé parce que le mot cluster est très typé en ce moment, formation-action, mais vraiment on est dans une logique où on construit ensemble au sein d'un collectif et puis on réinvestit sur le terrain de sa propre entreprise et on s'ajuste et l'aller-retour entre l'échange entre pairs et le travail du binôme permet de faire progresser avec un appui individuel les actions dans les organisations. Je ne sais pas, je crois que... je te repasse la parole, Rita. Comment? Je te repasse la parole. Oui. Oui. Alors, quelques propositions sur quelles sont ce qu'on appelle les conditions de la réussite, comme vient de le dire Philippe, ces dispositifs de formation-action avec l'articulation temps collectif, temps individuel, où on apprend aux acteurs internes à faire pour ensuite mettre en œuvre dans leur établissement, dans leur entreprise. Ce sont des dispositifs que l'on a déjà testés dans d'autres secteurs d'activité, sur d'autres thématiques, et aussi sur l'égalité professionnelle, mais dans d'autres secteurs d'activité. Et de toutes ces expérimentations, on en retire voilà, ce qu'on appelle les conditions de la réussite. Donc, bien évidemment, sur des projets engageants de cette nature-là, l'engagement de la direction, qui doit pouvoir être dans le pilotage, dans la prise de décision et être présente ou représentée dans la formation-action. L'engagement des participants, ce binôme que l'on propose, et le temps collectif de 5 jours, il est absolument déterminant que le binôme s'engage à participer aux 5 jours, hein, parce qu'évidemment, il y a une construction progressive et une articulation entre les 5 jours, hein, et que il peut être... Enfin, voilà, c'est vraiment une nécessité, sinon il sera difficile pour les personnes, voire une perte de temps si elles viennent que 1, 2, même 3 jours, hein. Au-delà de ce binôme, donc l'objectif c'est de doter de ces personnes, voilà, des apports méthodaux, des connaissances nécessaires à la mise en place dans leur entreprise. Mais il est nécessaire que les autres parties prenantes de l'entreprise soient aussi engagées dans l'entreprise, parce que sinon ce binôme risque de s'épuiser. Et donc ce dispositif doit être partagé auprès des autres catégories de personnel, dont l'encadrement, qui est un des acteurs clés dans l'accompagnement de tout changement, la mise en œuvre de tout projet, les salariés évidemment et les représentants des personnels. Si éventuellement ça conduit entre autres à la signature d'un accord, ils seront d'autant plus équipés pour conduire ces négociations. Parmi les conditions de la réussite, je disais, il y a 5 jours en présentiel, hein, pour l'instant on reste sur du présentiel, hein, et du temps d'accompagnement interne. Donc ça veut dire que les personnes, le binôme doit véritablement avoir les moyens de pouvoir disposer de ces 5 jours, donc les moyens aussi techniques, organisationnels, lorsqu'ils reviennent dans l'entreprise, pour pouvoir partager et transférer et mettre en œuvre dans l'établissement. Tout dispositif, surtout quand il y a un système de représentation comme ça, nécessite une communication auprès des autres personnels bien construite, parce que sinon il y a un décalage fort qui s'installe entre ceux qui intègrent une nouvelle façon de voir, des nouvelles connaissances, un nouveau projet, ou qui sont force de proposition, et un décalage qui peut générer des incompréhensions, du temps pour réexpliquer. Voilà, donc il y a vraiment un système de communication, d'information à adopter, à adapter, sans que ce soit complètement démesuré. Il faut toujours rester aussi très pragmatique.
Et cela nécessite aussi de partir des pratiques existantes. Ça nécessite de regarder ce qui se passe, alors avec l'intérêt que, même si on dit que l'égalité professionnelle a du mal à s'installer dans les entreprises, en tous les cas, les actions concrètes, les entreprises ne partent jamais de rien. Il y a toujours quelque chose qui a été fait. Alors, du coup, j'ai plus les réponses en tête, mais il y a toujours quelque chose qui a été fait de façon plus ou moins formelle ou plus ou moins contractualisé, concerté, mais en tous les cas, les entreprises ne partent pas de rien. Et dans ce dispositif, il est intéressant d'accepter de mettre un petit peu à plat où en sont les entreprises par rapport à cette thématique ou à ces thématiques, égalité pro-QVT, et accepter de les regarder avec une forme de distance pour en comprendre l'intérêt ou les limites, ou voilà, tout ce qu'on peut faire quand on analyse des pratiques et du coup le partage et le partage avec les autres entreprises prend tout son intérêt de voir un peu ce que les uns et les autres ont pu faire et comment ils ont pu cheminer sur ces sujets. Je crois que c'était… Merci Rita. Oui. Merci Rita. Alors j'accueille, alors vous avez vu un visage apparaître, c'est le visage de Guillaume Poissignon, qui est membre de l'UDES aussi, qui travaille étroitement avec Pascal Weiss. Et c'est les joies du direct et la souplesse du webinaire. Il a pu nous rejoindre maintenant. Et donc, je vais vous donner la parole, Guillaume, si vous voulez 2 mots de présentation. Et puis peut-être jouer le rôle pour commencer ce temps de débat. Alors, il y a une question sur comment on s'inscrit. On va vous donner les 2-3 règles. Mais peut-être avoir… voilà, votre point de vue sur ce projet, sur ce que vous avez entendu et le positionnement de l'UDES. Et je vais inviter aussi mon collègue Nathan à lancer le dernier sondage sur l'intérêt par rapport au projet qui a été présenté. Guillaume, je vous laisse la parole. Oui, donc un petit mot de présentation. En effet, donc je remplace Pascal qui a eu cet aléa. Donc du coup, je suis chargé de développement et d'animation territoriale en Occitanie. Pour représenter les employeurs de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'était de venir vous présenter très brièvement, si vous avez des questions au sujet de cet accord justement multiprofessionnel qui a été signé entre les 5 confédérations syndicales de salariés et l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire qui regroupe 23 syndicats employeurs. Et puis peut-être également sur quelque chose qui pourrait plus vous intéresser, qui concerne ce guide de pratique qui a été très rapidement évoqué, concernant la promotion de l'égalité professionnelle dans votre entreprise, donc guide pratique où en effet vous pouvez faire un autodiagnostic et vous orienter grâce à différentes fiches. Donc je me tiens à disposition si vous souhaitez en discuter. Par ailleurs, effet d'annonce qui devait être fait, nous présenterons avec la Mutuelle Quorum le baromètre QVT à la rentrée prochaine en Occitanie puisqu'il est décliné dans votre région. Donc, ça serait une occasion de compléter peut-être les propos et d'axer aussi sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Voilà. Juste préciser que effectivement, le guide réalisé par l'UDES nous servira dans l'accompagnement, dans la formation-action. Il est prévu de s'appuyer sur différents outils, dont le guide développé par l'UDES. Sandrine, peut-être une réaction par rapport au projet. On voit le sondage s'afficher petit à petit, les retours. Je ne vois pas encore, je ne suis pas encore sur la fenêtre de… Je ne vois pas les résultats, je pense. Alors, pour voir les résultats, il faut que vous cliquiez, il faut répondre. Si vous ne répondez pas concerné, ils vont s'afficher. Oui, mais je ne voulais pas poser le sondage. Non, mais pas concerné, on se dit que c'est des gens qui sont… oui, c'est vrai. Tiens. Écoutez, en tout cas, j'espère qu'à l'issue de cette présentation, comme vous étiez nombreux dans la salle, nombreuses et nombreux, enfin surtout nombreuses, j'espère en tout cas que vous nous rejoindrez ou que vous arriverez à convaincre vos représentants direction et représentants du personnel de rejoindre ce projet. Voilà, ça me semble intéressant en fait. Donc ça démarrera, on l'a dit, là, à l'automne. Voilà, l'idée aussi, c'était que pour pouvoir combiné avec la charge de travail qui ne manquera pas d'arriver au second semestre, voilà, d'essayer en tout cas de répartir les journées consacrées à la formation sur l'automne et l'hiver prochain.
Voilà, donc j'espère que vous nous rejoindrez. Peut-être s'il y a des questions en fait dans la salle. Alors, je crois qu'il y avait une question sur les structures, en fait, les structures de petite taille. Voilà, moi après, je pense qu'on a tout un. Enfin, l'ESS est multiple, donc je m'attends à ce qu'on ait de multiples secteurs, de multiples tailles. Voilà, après, à vous de me dire si. Il y a des questions sur les modalités d'inscription, comment on s'inscrit. Il y a des questions sur combien ça coûte et sur la période. Alors, du coup, la période, voilà, on y a à peu près répondu. L'idée également, c'était que celles et ceux qui sont intéressés, en fait, nous en fassent part et on créera les fameux ex-clusters, en tout cas les groupes de formation en fonction des territoires où se trouveront les entreprises intéressées. Voilà, moi, notre ambition, en tout cas, préalable, était vraiment de créer des groupes regroupant des structures différentes, en fait, que ce soit en taille ou. Voilà, je pense qu'on a tous à s'inspirer des uns et des autres, donc ça sera de toute façon intéressant. Et puis, la taille du groupe, hein, vous m'arrêterez, puisque c'est vous qui allez aussi dispenser cette formation, mais permettra quand même d'avoir une réflexion individuelle. On n'est pas sur des grands groupes, justement, c'est le format intéressant de cette formation action, que chacun puisse repartir aussi avec son plan d'action. Et par rapport au coût, donc nous, c'est comment dire, un projet, vous l'avez peut-être vu dans les logos qui sont apparus sur l'écran tout à l'heure, en tout cas qui est soutenu par l'État et la région. Oui, c'est-à-dire que les coûts pédagogiques, on va dire, hein, et les coûts de suivi sont pris en charge au titre d'une action expérimentale par l'État et le Conseil régional Occitanie. Voilà, tout à fait. Et donc, en effet, on est bien sur une action expérimentale. Donc, si vous vous engagez ici en Occitanie, je pense que ça peut faire des petits et s'aimer en fait sur l'ensemble du territoire, puisqu'au niveau national, l'ensemble des CRES en fait sont intéressés aussi par ce type de dispositif, donc pour être repris ailleurs. Le sondage, hein, il y a 17% qui disent oui, tout à fait. Donc, on est encore 70 personnes, donc 17% de 70, ça doit faire pas tout à fait une quinzaine. Donc, comme l'objectif, c'est de tourner entre 5-7 entreprises, hein, on peut avoir 2 groupes. Donc, voilà, il y en a il y a 20% des gens qui disent on veut y réfléchir, donc c'est plutôt positif. Et ensuite, il y a des gens qui ne peuvent pas se prononcer et autres. Donc, il y a plutôt il y a une petite minorité pas intéressée, mais des gens qui sont prêts à réfléchir sur le projet. Donc, on vous remercie tous de vos réflexions et de vous rapprocher de la CRES. Hein, on mettra dans le replay du webinaire et dans le lien, mais de toute façon, dans l'inscription. Alors, je crois que dans l'invitation, il y avait les coordonnées de ma collègue, de Rita, de moi, alors les portables, parce qu'on est en télétravail, hein, donc c'est plus les numéros de fixe, et on mettra les mails en évidence quand on vous renverra les liens et pour le replay et pour l'accès au support. On vous mettra les coordonnées mail pour joindre une personne et qu'on puisse enregistrer votre intérêt et répondre à vos interrogations. Philippe, il y a une question. Alors, je n'arrive pas à lire tout le message, mais je crois que c'est une question sur des actions plutôt de sensibilisation. Est-ce qu'il existe des outils pour engager des actions de sensibilisation? Mais je n'arrive pas à lire tout le message. J'allais dire, oui. Je renverrai volontiers la parole à Guillaume Poinsignon, parce que le guide de l'UDES, alors, il est vraiment bien fait, hein, c'est plus que de la sensibilisation, mais ça peut être un premier pas. Hein. Donc, concernant des actions un peu moins, pour les actions de sensibilisation justement sur les questions de salaire, de répartition des rôles du CARE, donc je vois bien votre question. En effet, vous pouvez vous servir de cet outil.
pour faire tout d'abord, en fait, tout simplement à travers un questionnaire, un quiz, un diagnostic sur les conditions de travail et le genre dans votre entreprise. Donc, il s'agit d'un diagnostic interne qui vous permettra ensuite de voir un petit peu quels sont les risques qui pourraient être présents dans votre entreprise et notamment par rapport à votre secteur. Donc, vous évoquez le CARE, ça peut être l'aide à domicile, le médico-social. Donc, on prend en compte le secteur et le type d'entreprise et ça permet de mesurer en fait les risques et les pénibilités spécifiques au sexe et au genre dans vos entreprises. Donc déjà, ça permet d'avoir une première idée. Une fois que vous avez posé ce constat-là, vous pouvez agir ensuite sur différents facteurs, donc différents leviers qui pourront être tant le temps de travail, mais également la question de la protection des personnes dans l'entreprise. Donc ça peut être le cas des femmes enceintes par exemple. Et puis également des questions, enfin des interrogations qui pourront vous amener à améliorer les conditions de travail pour développer par exemple plus de mixité. Parce que là aussi, il y a une question de secteur. Quand vous parliez du CARE, on remarque qu'il y a 95% de femmes dans ce type de secteur. Comment est-ce qu'on fait également pour amener plus de mixité? Donc, c'est tout ça un petit peu qui peut jouer sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et puis, on peut que vous encourager à développer également, à négocier des accords égalité professionnelle femmes-hommes pour améliorer la QVT dans votre entreprise. Donc, ça, c'est aussi l'objet d'une fiche spécifique dans le guide. Après, je ne peux que vous encourager à participer à cette action un peu plus large, plus large qui va se développer dans les prochains mois, puisque tous les aspects qui sont évoqués maintenant pendant ce webinaire seront traités en profondeur lors de ces sessions de sensibilisation et de formation. Merci. Alors, je découvre la densité des échanges sur le chat. Je vois des questions que je n'avais pas vues et autres, donc... et je vois des retours positifs, donc on vous remercie. Peut-être juste vous donner un mot de la fin, Rita, Sandrine, Guillaume, et on se dit qu'on va être dans le tempo pour conclure, si vous voulez ajouter un mot. Très rapidement, voilà, je suis ravie en tout cas de vous avoir rencontré dans le biais de ce webinaire, en tout cas à travers les échanges sur le chat. Et puis, j'espère que vous serez nombreux et nombreux à nous rejoindre sur cette formation action. Et comme le disait très bien Guillaume, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, je le comprends, de partir en formation et que le guide de l'UDES est extrêmement précieux. Mais si on veut vraiment aller un cran plus loin, c'est bien aussi de pouvoir le travailler en collectif. On sait que souvent, les formations permettent après de porter leurs fruits et puis surtout, vous serez accompagné. Voilà. On va plus loin, on va dire, une étape supplémentaire après ce guide. Rita, un mot Oui, enfin, un mot, oui. On comprend bien à quel point la situation est extrêmement dense et elle va continuer à être dense. Donc, les questions de disponibilité vont sans doute se poser. Voilà, maintenant, ce qu'on a essayé de faire passer, c'est qu'on est persuadé que agir sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle est un moyen qui peut tellement largement aider justement à construire de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de s'organiser, qui préservent à la fois ou qui permettent de reconstruire ensemble et de réfléchir ensemble sur les enjeux économiques tout en préservant la santé. On ne dira sans doute pas assez à quel point ce vécu de quelques mois est épuisant et fatigant et va continuer. Donc, véritablement, tenir l'ensemble de ces enjeux et les tenir ensemble est un moyen indispensable, enfin, de notre point de vue, indispensable pour les mois qui viennent. Concernant un petit peu nos conclusions, tout d'abord un remerciement à l'ARACT pour cette semaine de la QVT qui est juste essentielle puisqu'elle met l'accent sur des vraies questions que se posent les entreprises et se posent les employeurs, qui est la qualité du travail. Donc je trouve que cette semaine de la QVT a toute sa place aujourd'hui, notamment après la crise du Covid-19. Également remercier l'ensemble des partenaires, donc CRES, ARACT, d'avoir sollicité l'UDES pour présenter le partenaire social de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire a une véritable place dans le monde économique, souvent sous-estimée par d'autres acteurs. Pourtant, on peut apporter énormément de choses à tous les acteurs de l'économie, puisqu'on a vécu, alors tout n'est pas rose, mais il y a de belles choses qui sont expérimentées dans l'économie sociale et solidaire et qui peut profondément changer, je pense,
à la fois le monde économique et la société. Et c'est surtout les questions de QVT qui sont complètement aujourd'hui, enfin, j'espère pas, mais qui sont parfois sous-estimées, de même que la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Les entreprises, en modifiant une entreprise, il me semble qu'on peut modifier également une société pour la rendre plus inclusive, beaucoup plus égalitaire. Et aujourd'hui, les employeurs et les salariés ont toute leur place pour construire une véritable égalité au sein de leur entreprise et à travers ça, inspirer toute une société. Voilà, je vous remercie. Merci tout le monde. Dans le tempo, on n'est pas au millimètre, mais on n'est pas loin d'être au millimètre. Donc, remercier tous les participants d'être restés plutôt en nombre jusqu'à la fin de ce webinaire. Un peu de travail de notre côté pour vous mettre à disposition à la fois les possibilités de replay de ce webinaire, le support qui a été présenté, pas toujours, je m'en excuse, dans des conditions satisfaisantes, et des coordonnées pour vous inviter, ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient plus d'informations ou qui souhaiteraient s'inscrire dans ce processus, dans cette action expérimentale, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, pouvoir vous éclairer et pouvoir vous accompagner dans l'inscription. Merci beaucoup à tous et vous avez sous les yeux les autres manifestations organisées par l'ARACT Occitanie dans le cadre de cette semaine pour la qualité de vie au travail, un webinaire sur le rôle du CSE cet après-midi, quelque chose sur les addictions et la prévention des addictions qui se déroulera demain, jeudi, quelque chose pour l'accompagnement, une webconférence sur l'accompagnement de la reprise, et vendredi, le sujet de la QVT avec des intervenants spécialisés sur le sujet. À très bientôt, merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.